Salut très chers téléspectateurs, habitants de Kinshasa, de Brazzaville et de partout ailleurs, je vous salue. Percé a toujours pour vous des invités aussi spéciaux. Alors, je n'en dis pas plus, et à qui je me retourne pour dire bonjour Gaëlle, comment ça va? Ben ça va, on est là, on vit, on est en forme, Oui, on essaie de tenir, on travaille dur pour toujours plaire à ces nombreux téléspectateurs. Et voilà, on est là. vraiment, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation C'était d'abord. un plaisir pour moi, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Vraiment. C'est le mois dédié à la femme et c'est toujours un plaisir quand on vous donne rendez-vous. C'est un travail, je dirais une mission assez délicate parce qu'on a l'habitude de recevoir des gens quand c'est Déjà, et nous-mêmes quand qui c'est sommes vous-même. sur le plateau, c'est quand même un jeu difficile, hein. D'accord. Alors pour un tout début, nous allons d'abord chercher à savoir comment se sont passés vos tout débuts à la télé jusqu'aujourd'hui. Mes débuts à la télé, on peut dire que je dirais pas parcours de combattant, mais c'est une vraie aventure en fait. Hmm, Parce que je suis arrivée à la télé, comme je le dis toujours, hein, comme un cheveu dans la soupe. hmm. Je m'y attendais pas du tout. En fait, quand j'étais très jeune, je disais à mon père que j'allais être journaliste. Je disais soit journaliste, soit mannequin. Donc, mon père qui était médecin, on était très malade parce qu'il voulait absolument que je sois médecin comme lui. Donc, à chaque fois que je disais ça, il me disait, mais c'est n'importe quoi, ce métier de journaliste. Évidemment, que les gens se disent, bon, c'est un métier où en République démocratique du Congo, on gagne pas grand-chose, etc. À l'époque encore, bon, c'était pas l'émancipation comme aujourd'hui, hein. On avait le média unique, on avait ceci. Il y avait beaucoup de préjugés par rapport à ce métier. Donc mon père, il n'était pas du tout d'accord. Donc ce qui fait qu'après sa mort, je me suis inscrite en médecine. Donc je suis allée m'inscrire en médecine. Donc après mes études secondaires à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa. Et il faut dire que le métier de journalisme m'a très vite rattrapée parce que je suis tombée d'abord en fait sur, il faut dire tout à fait par hasard, j'ai été invitée à une émission de télé, en fait, une émission d'animation avec Tonton Jaco, que vous connaissez certainement, Oui. qui est actuellement sur B1, enfin sur une chaîne concurrente. C'est lui le premier qui m'a fait passer à la télé en fait, parce que j'avais avec un groupe d'amis initié en fait un barbecue, si vous voulez, une activité culturelle avec un artiste en vedette, c'était JB Mpiana à l'époque, c'était en 2002 et il fallait faire la À l'époque, vous promotion. étiez porte-parole des Non, pas Jubempiana, du tout, même pas porte-parole. En fait, des BCBG, on non? était. Non, rien à voir avec le fait d'être porte-parole. On n'était pas partie intégrante du groupe, mais on était un groupe d'amis, en fait, qui étions, on devrait dire, fans, très fanatiques de JB. Et comme on le connaissait très bien, en fait, on a initié une série de barbecues où il jouait. Donc on avait fait un petit deal comme ça où on organisait des barbecues. On était 5 garçons, 5 filles. Et lui il jouait, donc c'était une sorte de business, même si c'était plus pour s'amuser qu'autre chose. Donc c'est par rapport à ça en fait que j'ai dû passer, choisi, désigné par mes autres amis, parce qu'ils me trouvaient éloquente et tout ça. Ils se sont dit, bon, c'est toi qui passes à la télé pour faire la Pour promo du annoncer, truc. oui. Ah, ok. Voilà. Donc c'est comme ça en fait mon premier passage à la télé, c'était dans l'émission, enfin une matinale animée par Tonton Jaco, donc je suis passée pour annoncer ça. Et c'était à téléphone ouvert, etc. Donc les téléspectateurs ont été accrochés, croyant même que j'étais finalement co-animatrice de Tonton Jaco. Donc tout le monde me demandait, ah mais vous êtes là depuis quand? Mais on vous apprécie, etc. Donc au finish, à la fin de l'émission, Tonton Jaco m'a demandé si je ne pouvais pas rester avec enfin la direction quoi, de cette chaîne-là, de ce média où il était à l'époque. Bon, je ne pouvais pas m'engager comme ça. Je me rappelle, c'était juste après ma mi-session, donc c'était un peu les vacances, mais je pouvais pas, je n'osais pas dire à ma mère ou à ma famille que j'allais abandonner la médecine pour faire la télé, encore que c'était l'animation. Donc je me disais, on va m'étrangler, je ne peux pas le faire. Alors bon, j'ai hésité, mais il faut dire qu'il m'a relancé une, deux fois finalement. J'ai accroché et quand même fatiguée, il faut dire, par les conditions rudes de l'Unikin. En fait, je n'arrivais vraiment pas à tenir le coup, il faut le dire. J'étais un pied dedans, un pied dehors, encore dans les vapes. J'étais jeune, c'est vrai, à l'époque. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas essayer la télé en fait. Donc je suis revenue comme animatrice, on m'a prise comme animatrice du télématin.
Et là, je crois que ça a pris tout de suite. Donc, j'ai fait plusieurs mois d'animation, télé matin. Et puis à l'agence Pluriel aussi? Oui, à l'agence Pluriel, c'est bien après. Donc, j'ai fait Canal Kin. J'ai fait, après quelques mois, comme j'étais un peu, il faut le dire, têtue, assez têtue comme ça, j'ai eu une prise de tête avec quelqu'un là. Donc, j'ai demandé à aller à SMB. C'était juste à côté à l'époque. C'était dans l'enceinte de Téléconsult, hein, je crois à l'époque, à Linza. Et donc je suis allée juste dans la parcelle voisine en fait, chez Jacqueline Dalla qui était à SMB à l'époque. J'ai fait 2 semaines ou pratiquement un mois, mais il y avait plein de problèmes techniques, etc. Donc j'ai dû arrêter. Et je me suis dit pourquoi ne pas essayer vraiment une autre chaîne qui me plaisait et continuer. Donc je suis allée à la RTGA en fait. J'ai fait la RTGA pendant près de 2 ans et demi. J'ai fait l'animation, j'ai fait la chronique musicale du dimanche, comme on aime le dire ici, cours des grands. Après Alésia Boudimbo, en fait, c'est elle qui m'a passé le bâton de commandement quand elle allait en vacances, en voyage. J'ai fait une émission hit de la semaine. Le hit de la semaine, c'est le hit parade. Voilà, donc c'est comme ça en fait que ça s'est passé. C'est après ça seulement que je suis allée chez Paula Mukendi. D'abord, après RTGA, il faut dire, j'ai tenté, je me suis dit pourquoi ne pas commencer à l'IFASI. Donc je suis allée m'inscrire là-bas pour commencer le journalisme, etc. Et en même temps, il y avait Congo Web qui ouvrait ses portes. Donc je me rappelle que c'était le tambour là, avec la carte d'Afrique qui m'attirait. Je me disais, mais ça doit être bien ce truc, ça m'attirait. Donc je suis allée là-bas. Et voilà, j'ai été prise comme animatrice, puisque j'étais encore animatrice à l'époque. J'ai initié une émission qui s'appelait Star à la Une. Star à la Une, et puis je faisais les animations libres, etc. Quelques temps après, Paulin m'a sollicité et tout. Donc je suis allée à FASB, à l'agence Pluriel, où j'ai été co-présentatrice, je tournais les reportages. C'est un peu lui, il faut dire, qui m'a forgé sur le plan du montage, par exemple, des reportages, des interviews à l'époque, parce que je voyais comment il présentait, enfin, il prend du temps en tout cas pour préparer ses interviews, c'est pas de la blague, il fait des recherches sur l'invité et tout. Il m'a appris plein de trucs dans le domaine de la télé, puis le montage, il le fait seul. Moi aujourd'hui quand j'enregistre une émission... la télé a gagné de la place par rapport oui, bien sûr. En fait, c'était... Dès que j'ai goûté, je pense, j'ai pas pu m'arrêter. C'est comme une drogue. Je me suis dit, je pensais même plus à la médecine, je pensais plus à quoi que ce soit. Je peux te dire, Élise, que pendant des années, ça a été très difficile. Une pilule amère à faire avaler à ma mère et à ma famille. Parce qu'ils étaient pas du tout d'accord. Aujourd'hui, vous ne regrettez pas de n'avoir pas accompli ou réalisé la volonté de votre papa? Je ne regrette rien. Parce que je pense moi-même que quand on a des enfants, il ne faut pas les obliger à faire ce que nous, on pense d'eux. Il faut les laisser mordre à leur passion, en fait, quitte aux parents d'encadrer ça. De donner les moyens de formation, etc., pour que ça puisse bien se passer. Parce que aujourd'hui, l'enfant, c'est pas un problème de capacité. L'enfant peut avoir des capacités de faire autre chose. Mais la passion est importante aussi. Ça doit aller de pair avec ce qu'on a comme capacité. On peut avoir un papier aujourd'hui, mais on n'exercera peut-être pas. Je peux être diplômée en médecine, mais tant qu'il n'y a pas ça en moi, je n'exercerai peut-être pas mieux que si j'étais coordonnée et que je voulais le faire. Donc, il ne faudrait pas imposer ce que nous, on pense de nos enfants, en fait. Il faudrait les laisser choisir eux-mêmes et je pense que c'est encore mieux. Et tout au long de cette même carrière, vous aviez eu quelques atouts, je peux dire, majeurs, pour mieux exercer ce métier-là du journalisme. Le journalisme, c'est pas, justement, comme je le disais, c'est pas qu'une question d'école. Il y en a beaucoup aujourd'hui des journalistes qui sortent diplômés, licenciés et tout. Bon, je ne vais pas me prévaloir d'être mieux qu'eux, non, je ne dis pas ça, mais ça compte pour beaucoup. Il y a le côté inné, ce don inné. Il faut avoir, comment on dit, il faut avoir quelque part des atouts déjà qu'on a au départ, avant d'aller même à l'école. On a certaines qualités qui sont requises pour être un ou une bonne journaliste. Le reste, ça s'apprend à l'école. Mais je crois que les deux vont ensemble. Quand les deux, on peut réunir les deux, en tout cas, je crois qu'on donne le meilleur de soi-même. Là, on devient une journaliste bien accomplie. Alors, j'espère que je remplis bien. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes à B1 Télévision, vous êtes là en tant qu'engagé ou bien c'est
Non, en fait, partenariat. une année et demie, j'ai opté pour une carrière d'indépendante. Donc, quand j'ai quitté le dernier média auquel j'appartenais comme employé, j'ai décidé d'être mon propre patron. Donc, je suis journaliste indépendante, j'ai une structure pour m'appuyer qui m'accompagne, c'est Victory Agency. Et donc, en ce qui concerne B1, je suis collaboratrice extérieure. Ok. Oui. Je ne suis pas intégrée totalement, je ne suis pas employée. Je collabore avec eux dans le cadre du journal télévisé, de la rédaction. Donc la présentation du journal, bien sûr je suis reporter comme toutes les autres. Il m'arrive de couvrir des activités et de les rapporter. Il m'arrive de présenter des émissions spéciales qui concernent l'actualité. Ok. Et je vais lancer bientôt une émission là-bas. Comment ça aussi. se passe? Vous n'avez pas un salaire et vous faites ça gratis ou quoi? Gratuit, c'est une question de concession. Je ne vais pas vous livrer le contenu de mon contrat avec le patron de la chaîne, Jean-Pierre Moutamba. C'est des concessions qui sont connues de nous deux. Et voilà, le salaire, je dirais pas, j'appellerai pas ça comme ça. Mais c'est, je pense, une collaboration gagnant-gagnant. Comment est-ce que vous arrivez alors à concilier votre vie professionnelle à la vie de jeune dame d'aujourd'hui qui se veut vraiment jouir pleinement de sa jeunesse? Quand on choisit un métier de journaliste, ça veut dire qu'au départ, on a choisi un peu d'hypothéquer tous ces bons moments de loisirs, tous ces temps qu'on perdait à ses occupations favorites, quoi. C'est beaucoup de travail. Ok. Beaucoup de travail puisque l'on ne croit, il n'y a pas que des moments de plaisir en tout cas. Pour arriver à des résultats, il faut au maximum se concentrer, au maximum travailler. Si vous allez faire un micro-baladeur chez moi, je vous assure, moi j'ai une fille qui aura 14 ans. J'ai bien du mal à avoir un peu de temps à lui consacrer. C'est vraiment ma peine de tous les jours. Ma famille ne me voit presque pas. C'est pas de gaieté de cœur. J'aimerais bien passer autant de temps avec eux. Mais le problème, c'est que quand on a un objectif, en fait, il faut se donner à 100% pour l'atteindre. Donc, mon temps, je le passe plus dans mes bureaux ou vraiment en train de travailler sur le terrain. Les divertissements aussi. Par moments, j'arrive un peu à m'échapper. J'ai de la famille, j'ai des cousins, j'ai des amis qui essayent vraiment de me tirer parce que on en a marre que je dise tout le temps oui, je suis en train de travailler. On me dit mais Gaëlle, tu exagères, tu n'arrêtes pas de travailler. Je prends presque plus de vacances, surtout depuis que je suis indépendante, parce que je me rends compte que en fait, c'est pas aussi facile qu'on le pense. C'est 2 fois plus difficile. Quand on est employé au sein d'un média, on peut dormir tranquille. C'est le patron qui se démène un peu pour faire marcher la boîte. Bon, c'est vrai que vous ajoutez beaucoup, mais le gros, le capital et tout ça, ça repose sur lui, en fait, cette pression-là, mais vraiment au quotidien. Le reste, c'est que chacun essaye d'amener quelque chose et qu'ils se disent à la fin, voilà, on contribue de telle manière ou de l'autre. Mais quand on est patron de l'entreprise, je vous assure, c'est le loyer, c'est les salaires, c'est les entrées. Je pense que vous dormez, vous réveillez. Il faut vraiment se donner à fond. Et voilà, vous êtes obligé. Quand on n'est pas encore, moi je suis encore une jeune entreprise, donc je ne suis pas encore à l'étape où je fais des gros bénéfices, où je peux rester tranquillement assise chez moi. Non, je suis la première debout, je suis la dernière qui quitte les bureaux. Donc, et j'aime tellement mon métier. En fait, je ne m'en plains pas, il faut le dire, parce que j'aime beaucoup ce métier. Donc pour moi, c'est vraiment une passion, c'est ma vie de tous les jours. J'imagine très mal vivre en dehors de tout ça. Donc j'en fais vraiment ma vie et c'est avec plaisir et tout. Seulement, c'est difficile. Je suis une femme, comme toutes les autres. Donc avec les mêmes sentiments, avec les mêmes besoins, avec les mêmes envies. Mais seulement, il y a un bémol à mettre à tout ça parce que j'ai pas souvent le temps. C'est ça un peu la difficulté. Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de l'event Celebrate de Congolese Queen? Merci beaucoup, Élise. C'est en anglais, il faut nous expliquer d'abord en français. C'est en fait célébrer la reine congolaise, la reine du Congo. C'est-à-dire en fait, on met un peu en anglais, ça fait un peu stylish, un peu... Et puis ça attire même les gens qui sont en dehors de nos frontières. C'est un peu un message qu'on aimerait bien refléter ailleurs. Bon, l'anglais, c'est une langue de travail, comme le français, comme l'arabe, comme le chinois aujourd'hui.
Donc voilà, en fait, ma structure de communication, Victory Agency, c'est une entreprise de communication. Donc on fait consulting, on fait tout ce qui est audiovisuel, on fait justement l'événementiel, on est dans l'événementiel. Alors il y a quelque temps, j'avais lancé déjà un premier événement qui était aux orphelins aussi, une place au soleil de Kinshasa. C'est bon, les gens se sont dit, est-ce qu'elle ouvre un orphelinat? Voilà, elle a envie de commencer une carrière politique et voilà, les gens ils interprètent toujours. Non, en fait pour nous c'était une entrée en matière, mais quelque chose qui nous tient à cœur, qui va continuer, parce que il faut dire que je suis quand même assez portée sur les activités caritatives, les œuvres caritatives, mais je n'ai pas la force ni les moyens encore d'avoir un orphelinat par exemple pour m'occuper moi-même de ces enfants, parce que c'est beaucoup de boulot. Avec ce que je fais déjà, je crois qu'il ne faut pas s'emmêler les pinceaux, il faut faire une chose pour vraiment bien le faire, quoi. Alors ce que je fais, c'est qu'à travers ce projet-là, on a approché les structures qui recensent déjà des orphelins ici, des orphelinats en fait. Et nous, ce qu'on fait à travers ce projet, c'est organiser des activités en faveur des orphelins de Kinshasa, des différents orphelinats. Ça peut être des excursions. Là, on avait commencé par exemple... Donc vous travaillez en partenariat avec les orphelinats? Si vous voulez, un partenariat peut-être pas formel, mais qui existe bel et bien, parce qu'on doit toujours se référer à ces orphelinats pour qu'ils nous donnent leurs enfants qui sont accompagnés par des encadreurs pour telle ou telle autre activité. Donc ça peut être des excursions, ça peut être des choses que les enfants n'ont pas forcément le temps de faire quand ils sont dans leur milieu, en fait c'est devenu leur famille maintenant, leur foyer et tout ça. Ils vont peut-être pas à Zongo, ils vont peut-être pas voir les bonobos, ils n'ont peut-être pas le temps d'aller au jardin botanique, voilà. Nous on se dit, grâce à des partenaires qui veulent bien, la première fois, c'est vrai qu'on va faire une excursion par exemple pour les fêtes de Pâques ici. On a commencé cette activité lors de la rentrée scolaire. C'était très symbolique, mais je crois que ça a quand même mis un baume au cœur à ces enfants. C'était parrainé par le ministre Maker Mwangou comme ministre de l'EPSP. Donc c'était une remise symbolique de kits scolaires, etc. Donc ça c'était notre premier événement, mais qui va continuer, qui va se perpétuer. Et comme vous parlez de Celebrate the Congolese Queen, ça en fait c'est... On s'est dit pour le mois de mars, c'est une idée qui nous est venue comme ça, on s'est dit on aimerait bien marquer d'une empreinte quand même assez particulière. Ce mois de mars, c'est le mois consacré à la femme. Parce que moi, je me dis toujours, on fait des bilans, enfin, on en fait ou on n'en fait pas finalement. C'est la question qu'on devrait se poser. Mais qu'est-ce que nous, on fait? Chaque femme, en fait, devrait se poser la question. On ne devrait pas toujours avoir le regard tourné vers la ministre du genre. On ne devrait pas avoir le visage tourné vers Hillary Clinton ou je ne sais pas quoi. Non, c'est chaque femme de la ville de Kinshasa, chaque femme de la République démocratique du Congo, qui qu'elle soit ou qu'elle soit, qui devrait se poser la question, quel est son apport, quoi, pendant ce mois de la femme. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut bouger, il faut que les choses bougent, il faut réagir, il faut qu'on sente quand même que les femmes sont en train de bouger quelque part, en train d'apporter leur pierre quelque part. Alors, par rapport aux différents thèmes qui se sont succédés durant ces dernières années, par rapport aux attentes que notre pays a vis-à-vis des femmes, je me dis que la catégorie estudiantine, c'est l'une des catégories sur lesquelles aujourd'hui on peut vraiment poser notre espoir, sur lesquels on devrait vraiment se fonder en fait pour un devenir meilleur de la République. Parce que c'est en fait, c'est comme une pépinière où on va aller puiser les différents cadres de demain. C'est ces femmes qui seront les médecins de demain, les avocates de demain, les journalistes de demain, je ne sais pas, la future présidente de la République, futur Premier ministre, pourquoi pas. Donc il y a tout dedans. Et c'est ces femmes-là qui doivent aujourd'hui déjà s'engager, s'exercer, je devrais dire, à ces fonctions-là. Elles vont nous représenter, ce seront des ambassadrices. Mais quel est le débat qui se passe aujourd'hui dans les universités? C'est vrai, il y en a, mais comme ça, de manière temporaire surtout. C'est vrai, moi j'ai également choisi le mois de mars, mais il faudrait que ce soit des choses qui se perpétuent tout au long de l'année. On a voulu créer en fait un lobbying au sein de la jeunesse estudiantine féminine, où elles peuvent se lever, discuter des questions qui les concernent d'abord, et puis des questions de développement en général qui concernent la République démocratique du Congo.
Donc, on a, à travers cet événement, ça sera donc un événement annuel qui aura lieu tous les mois de mars de l'année. Là, c'était donc la première édition. Déjà. C'était la première édition. On a commencé avec Kinshasa, parce que c'est un événement qui va prendre toute l'étendue de la République démocratique du Congo, puisque déjà la deuxième édition va se passer en province. On va annoncer laquelle dans quelques mois. Mais sinon, là, on a commencé à Kinshasa et on a pu avoir 5 universités. C'est vrai qu'on a envoyé des courriers un peu partout et tout ça. Vous savez, c'est la première édition, on se dit c'est quoi ça encore? Il y en a tellement, des compétitions, des ceci. Finalement, on ne croit plus en rien, on ne croit plus en personne. Les gens se méfient et puis les gens ont beaucoup à faire. Donc c'était très dur quand même d'aller... on devait rencontrer les autorités académiques, on devait les convaincre quand même du bien fondé de notre truc. Encore qu'il fallait qu'ils aient le temps d'étudier ça et puis. Et voilà, on a pu avoir 5 universités, UNIKIN, ISIPA, IFASIC, UPC et Académie des Beaux-Arts qui ont accepté de participer à la première édition, qui se sont engagés, qui ont donc envoyé leurs étudiantes. Et cet événement consistait à quoi? Voilà, en fait, ces 5 universités ont été représentées par des étudiantes, leurs représentantes, de manière officielle, qui se sont préparées parce qu'elles ont été contactées un mois avant. Elles se sont préparées pour des exposés en fait. On a axé la compétition, c'était un concours, il faudrait le dire, sur le volet les violences faites à la femme. Les violences sexuelles faites à la femme en RDC. Je ne dirais pas seulement de l'Est de la RDC, mais de l'ensemble, parce qu'il y a des filles qui sont violées ici dans la capitale, il y a des femmes qui sont violentées dans leur milieu de travail, etc. Donc il fallait un peu parler de cette situation. Et ça consistait en quoi? En un concours qui s'est fait dans la salle. Le jour, c'était il y a près de 2 semaines de cela, à Romeo Golf, le 16 de ce mois. Et ces filles ont dû carrément passer un concours, je dirais. C'était presque un examen. Donc, elles ont eu quelques minutes dans la salle, une trentaine de minutes, pour rédiger une sorte de dissertation sur base de laquelle elles allaient faire un exposé autour des relations, des violences sexuelles faites à la femme. Excusez-moi Gaëlle, est-ce que je peux passer à une autre question? Puisque vous faites la promotion de la femme aujourd'hui, est-ce que que pensez-vous d'aujourd'hui, de la femme de demain, puisqu'il y a déjà une femme qui est à la tête du pays, en Centrafrique, et peut-être en Ukraine, peut-être dans d'autres pays aussi. Et avec la politique féminine d'aujourd'hui en RDC, pensez-vous avoir de l'espoir demain ou après-demain, avoir une femme aussi à la tête déjà, du pays? on dirait l'espoir est permis. Hein. Pourquoi être négativiste? Non. Là où on est aujourd'hui, peut-être que hier on n'avait pas pensé à ça. Hein. Ce n'est pas des compétences qui manquent, ce n'est pas des cerveaux qui manquent. Aujourd'hui, la femme est plus que dynamique. C'est au-delà de ce qu'on raconte, c'est au-delà des clichés qu'on aime bien accrocher à la gente féminine. Je crois que nous-mêmes, femmes, nous devons y croire. Si nous ne croyons pas, il ne faut pas attendre que d'autres personnes viennent le faire à notre place. Donc, moi, je me dis que le destin de la femme est entre ses mains, en fait. On ne doit pas écarter l'homme, parce que quand on parle de gender, c'est les deux genres, on a beau le dire, on doit le répéter encore une fois, les hommes sont nos partenaires, on n'est pas des concurrents aujourd'hui. Parce que jusque-là, on n'a pas encore de femmes à la tête du Parlement. Oui, c'est vrai. Quand vous dites c'est une question de système, c'est une question de politique, mais les femmes doivent apprendre à se battre. On ne va pas leur donner ça sur un plateau d'argent. C'est quelque chose qui s'arrache. Aujourd'hui, la liberté s'arrache, le pouvoir s'arrache. C'est pas quelque chose qu'on va nous offrir. Donc c'est un combat de tous les jours. Une femme, vous savez, c'est vrai qu'il y a des concessions aujourd'hui en politique. On va se dire en Centrafrique, c'est un schéma déjà tracé, etc. par rapport à telle ou telle concession. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas n'importe quelle femme qui a été mise là. Quand vous regardez, vous essayez d'éplucher un peu, c'est une femme capable, c'est une femme dynamique, c'est une femme qui a déjà fait ses preuves, etc. Donc il faudrait déjà qu'on en arrive là. Il y en aura encore, il y en a qu'on ne connaît même pas encore, mais qui sont peut-être dans l'ombre, dans les différents secteurs de la vie nationale en République démocratique du Congo, mais qui sont très méritantes. Donc pour nous, se dire non, ne pas y croire, non, je pense que ça serait vraiment... on va perdre ce combat
d'avance, quoi, si jamais on essayait de se relâcher comme ça ou quoi. Et c'est peut-être ce que les gens attendent pour que ça n'aboutisse pas. Les femmes ont le devoir de se lever aujourd'hui, d'y croire, de se battre jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour que ça marche. Et je pense que ça peut arriver, hein, un jour ou l'autre. On n'avait pas prévu des schémas comme il se passe aujourd'hui, mais s'il n'est que de compétences ou quoi, c'est pas ce qui manque dans le pays, donc ça finira bien par être. Est-ce que Gaël Kibungu a une tendance politique? Mais non, une tendance politique. Écoutez, si vous me demandez par exemple si j'ai voté, évidemment que j'ai voté. Mais une tendance politique, non, je ne dirais pas. Influencé pas du tout. Une certaine couleur? Pas du tout. En tout cas, c'est mon combat de tous les jours. Parce que le jour où ça va arriver, je crois que je vais arrêter. Je ne professerai plus. Je vais carrément m'engager en politique, montrer le jour. À partir du jour où je montre mes couleurs, ben, je crois que je dépose ma plume, quoi. Je m'engage de manière très visible en politique et je fais part ma arrière. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est la confiance qui est cassée envers ceux qui nous suivent, qui ont besoin d'objectivité de votre part, qui ont besoin d'équilibre. Mais si vous penchez d'un côté ou de l'autre, je crois que là, on n'a plus besoin d'exercer en politique. Faire de la communication, oui, je vais continuer, mais je ne serai plus journaliste. En plus, je me dis indépendante. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que tous les projecteurs sont braqués sur moi. En tout cas, comment est-ce que vous comparez la journaliste d'hier et celle d'aujourd'hui? Difficile question. Sur quel point de vue, déjà, il faudrait savoir. Il y a à boire et à manger dans tout ça. Toujours sur le point de vue professionnel. Ben, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si ça sera vraiment les réponses auxquelles vous vous attendez. Mais je dirais qu'à l'époque, hein, moi, j'ai eu des modèles, par exemple. Hein. Il y a des dames comme ça de la télé, journalistes et même speakerines, par exemple, qui nous ont marqué, qui ont marqué vraiment la jeunesse, notre jeunesse ici en République démocratique du Congo. J'en citerai une, par exemple, Chantal Kanimbu. Ça, c'est sans réfléchir. Je l'embête toujours, je lui dis marraine, marraine, parce que pour moi, c'était vraiment une idole, c'était un modèle en fait, un modèle de charisme, un modèle de sérieux. Donc l'image que me renvoie un peu la journaliste d'il y a quelques années, c'est cela, c'est beaucoup de professionnalisme. C'est vrai, on n'avait pas une myriade de médias comme maintenant. On avait la télévision nationale par exemple, où on avait une sélection. C'était vraiment pour moi une sélection, c'est pas n'importe quoi, c'était pas un fourre-tout, c'était une télé qui se voulait sérieuse et qui recrutait, qui formait, qui... Voilà, on avait un certain niveau de journaliste. Alors, quelle est l'image qui est renvoyée aujourd'hui quand on regarde les médias? Ce n'est pas toujours le cas. J'aimerais pas m'ériger en donneur de leçons, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Aujourd'hui, bon, on a l'Union pour la presse, etc., nationale pour la presse, qui devrait un peu donner des coups de fouet. On a toutes les structures qui travaillent dans le secteur de la presse. Je crois qu'on devrait ouvrir grand les yeux et mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des étudiantes qui sortent des universités de journalisme, d'autres apprennent sur le tas, etc. Mais il faut que tout ça soit régulé. Aujourd'hui, on a l'impression que à la télé, c'est vrai, on est là plus pour la célébrité qu'autre chose. On ne fait pas trop attention à ce qu'on renvoie à ces téléspectateurs. Ce n'est pas des idiots, hein, ils nous suivent à la loupe, etc. Et puis, il faut se rappeler à chaque instant qu'on a un devoir assez solennel, un devoir, parce que les journalistes, à l'époque, par exemple, quand je regardais Chantal Kanimbu présenter son 20h, mais vous vous dites, le journaliste, c'est... Vous croyez à tout ce qu'elle dit est parole d'évangile en fait. Elle a un certain pouvoir sur vous, une certaine ascendance. Mais à partir du moment où tout est pris à la légère, là ça commence à biaiser un peu la vision qu'ont les téléspectateurs de nous. Qu'est-ce qu'on fait quand on passe à la télé? Ça c'est un peu encouragé par les médias qui ne mettent pas assez de moyens pour rémunérer leur personnel, etc. D'où on récolte un peu tout ce qu'il y a de médiocre, tout ce qu'il y a. Et on n'est pas exigeant envers ce personnel parce que en retour, on leur donne pratiquement rien. Donc, on les laisse un peu faire ce qu'ils veulent à la télé, etc. Donc, aujourd'hui, l'image de la femme journaliste ne me renvoie pas toujours quelque chose de positif. C'est un peu de légèreté. Il y en a qui s'illustrent par un travail de qualité. Ça, je ne dirais pas. La balance, je ne sais pas de quel côté elle se penche vraiment, mais j'aimerais pas trop me jeter à l'eau, donner un avis là-dessus. Mais en tout cas, c'est beaucoup de regrets quand même, beaucoup...
je n'apprécie pas beaucoup ce qui se passe à la télé. Moi, j'ai encore du chemin à faire. Hein. Je n'aimerais pas trop m'ériger en donneur de leçons, je l'ai dit. Mais il faudrait que tout le monde se remette en question. Tous les journalistes aujourd'hui sont appelés à se remettre en question, à se poser la question de savoir si vraiment on a sa place à la télé, si on fait bien les choses, etc. On a l'impression de dire, ben voilà, nous on vit notre vie, on s'en fout des gens. Non, mais la télé, elle ne nous appartient pas, hein, ces espaces-là. Vous passez 1 heure chez les gens, comme ça, sans permission, on a l'impression qu'on a le droit de tout faire. Non, c'est une responsabilité qu'on a, une responsabilité énorme qu'on a vis-à-vis de ces téléspectateurs-là. On ne doit pas leur servir n'importe quoi. Ils ont leurs droits, etc. Donc quand ils zappent pour se mettre sur ton média, sur ton programme télé, il faut que ça soit pour quelque chose de responsable. Ils ont une grande responsabilité. Parce qu'on a de l'impact, vous imaginez, c'est toutes les catégories de personnes d'abord qui nous suivent. Hein. C'est des enfants, c'est des adultes, et c'est des... Donc chaque mot que l'on sort doit être pesé, chaque mot. Parce qu'il y a toujours une conséquence par rapport à ça. Et ça, on ne devrait pas l'oublier. Donc je pense que la journaliste d'aujourd'hui perd un peu ses repères. On est là pour je ne sais quel objectif, en oubliant en fait la mission première qu'a le journalisme. Hein, d'informer, de former, de divertir, oui, mais il faut avoir de l'essence dans ce qu'on dit, il faut avoir de l'essence dans ce qu'on présente. Et ça, pour ça, je crois qu'il faut prendre le temps de se former, il faut prendre le temps de s'informer, il faut prendre le temps de s'asseoir et d'analyser l'information. Voilà, prendre ça au sérieux. Le journalisme, c'est pas un jeu. C'est un métier comme quand vous êtes avocat ou quand vous êtes médecin, vous devez opérer avec un bistouri. Vous faites attention à ne pas couper la veine qu'il ne faut pas. Ok, merci beaucoup. Nous avons presque pratiquement à la fin de notre magazine. Quelles sont les recommandations faites-vous aujourd'hui à la femme, essentiellement à celle de votre métier? Bon, Élise, je parlerai d'abord à la femme en général. J'aimerais bien déjà qu'on se soude les coudes. Hein. Se souder les coudes, ça ne veut pas dire nécessairement se connaître ou voilà, se côtoyer. Parce qu'il y a la femme de Bounia, il y a la femme de Harou, la femme de voilà de Tchela, il y a la femme, il y a autant de femmes aujourd'hui. Mais voilà, l'essentiel c'est que toutes, on puisse prendre le temps de comprendre. C'est évidemment un travail de vulgarisation, de sensibilisation, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas la télé, donc ils ne suivent pas forcément ce qu'on est en train de dire. Elles ont peut-être la télé, elles n'ont pas d'électricité chez elles. Elles ont peut-être tout ça, elles ne comprennent pas forcément le langage que nous l'on fait. Donc nous, journalistes, il y a la société civile, hein, tous les acteurs de la société civile, les partis politiques, les ONG, etc., qui ont quand même cette mission de sensibiliser. Les femmes qui en savent un peu plus que les autres, ont le devoir d'emmener les autres vers la lumière, de pouvoir les informer, de pouvoir les sensibiliser sur des questions qui les concernent. Aujourd'hui, la femme doit comprendre que c'est le pilier de la société. Hein. Aujourd'hui, plus personne n'en doute. On a vu avec les mamans maraîchères qui sont pratiquement le pilier de l'économie. Et lorsqu'on dit que la femme ne construit pas un pays, oh, je crois que c'est des choses que même ceux qui prononçaient ça ont déjà arrêté depuis. Hein, parce que les hommes qui le disent mangent grâce à ces femmes-là qui labourent la terre tous les jours, qui se lèvent, les mamans bipoupoula, etc. Donc construire, je ne sais pas de quoi. Si vous attendez que la femme mette du bitume sur la chaussée, ça n'arrivera peut-être pas aujourd'hui et demain, peut-être qu'il y en a d'ailleurs. Mais construire, vraiment au vrai sens du mot, je crois que la femme, elle est au centre, parce qu'elle commence déjà par éduquer les enfants. Hein. On dit éduquer une femme, éduquer un enfant, c'est éduquer l'humanité. Parce que la femme, elle le fait tous les jours. C'est une femme aux 1000 bras. À 1000 bras, c'est merveilleux. La femme qui éduque, la femme qui enseigne, la femme qui travaille, elle fait tout. L'homme qui parle là, il revient, on lui enlève sa veste, il a son repas déjà prêt, il s'étale sur son lit. C'est vrai qu'il a des gros dossiers et tout ça, mais il sait pas ce que... La femme, en fait, elle a des dossiers, même si c'est pas, il n'y a pas de cachet de sceau de la République dessus. Je crois que c'est bien plus important que ce que... On est tous d'accord que la femme est l'un des piliers les plus importants de la société, aux côtés de l'homme. Parce que je me dis toujours qu'il ne faut pas dissocier les deux, il ne faut pas se mettre en concurrence. C'est quelque chose qui ne sert pratiquement à rien. Mais les femmes doivent se réveiller en fait, prendre leur devenir entre leurs mains en fait. Est-ce que vous pouviez traduire cette recommandation en lingala? C'est ainsi que notre magazine se peut. Ok. Bon, en tout cas, lingala facile. Na lobby, hein, moi signoso, yambuka, il y a République démocratique du Congo. Les deux, il faut hâter les mains. Parce que Bazaro Loba,
Moi si atonga mboka te ba comprendre que eza bongo te. Moi si alamukaka tongo alukaka alesaka bana alesaka papa asalaka makambo ebele o lelo vraiment nayebi te soki mobali soki moko alingaka koka. Donc le fait déjà kaza loboko moko ya makasi mpona mboka, il faut comprendre que makambo ebele ezozela ye atelema chaque jour place azosala mosala nyonso ozosala, ozala enseignante, ozala otekaka nguba, ozala oza journaliste, ezala oza nani, moi si faut yebaka aza na valeur na kati ya société. Et par rapport à ça il faut asala mosala eloko nyonso omoni que il faut telemela ngo mama kovanda kimia te kala basi bazalaki avandi kaka na cuisine azoloba te non lelo mwasi faut aloba atelema. Problème ezali balobi omoni ndoki belela lelo tozoloba makambo ba violence sexuelle lelo soki ba violer mwana na yo omoni ozobanga ozo yoka sonia koloba mais moto na violer azotambola na ye kimia akovioler pe bana msusu. Donc il faut que dénoncer, il faut que ça basi lelo que c'est important. Il y a que dénoncer loko wana. Bon bangu na wana lelo bazo ba sanction na bango ba punition na bango. Et ba problème est belé puis en dehors il y a pas violence sexuelle, ba problème est belé belé. Mais moi s'il faut abosa na te que musala toujours kaka ya onde ko peso valeur na kata nini ko tambola pamba te neti ba jeune fille to moni lelo non. Moi s'il faut alukaka toujours ami pe sa valeur au azana on nzamba pesa qui depuis bandine. En tout cas, donc merci. Et ça ne se fait que par le travail. En tout cas, merci beaucoup. Merci à nos très chers téléspectateurs. Merci à mon équipe technique. Merci à CD Productions, Yannick Kayeye, Jean-Cy Casimir, Kim Stingulungu et Joe Mystique. Alors, je remercie aussi toute l'équipe de Congo Web Télévision, à lui-même, M. Gabriel Chabani. Alors, nous allons nous revoir prochainement à un autre numéro de magazine. Merci. Au revoir. Bye.